Alors, donc le programme appelle donc une conférence de la part de Jean-Michel Raymond. Alors, Jean-Michel Raymond est professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Il est aussi membre de l'Institut universitaire de France et directeur du département de physique. Il effectue sa recherche au laboratoire Kastler-Brossel. Sa spécialité, c'est l'électrodynamique en cavité, qui permet donc d'effectuer des tests fondamentaux de la mécanique quantique. Et je vais donc te laisser la parole. Voilà. Merci David pour cette présentation. Merci aussi pour cette invitation, me donner l'occasion de raconter des choses sur la recherche à nos collègues des classes préparatoires est toujours un plaisir. J'avais déjà sacrifié à cet honneur en l'an 2000, je crois. Je viens de retrouver ça dans les peut-être pas tout à fait au point l'écran, je suis pas sûr. J'avais déjà fait quelque chose sur les atomes et les cavités. Là, je voudrais vous parler de quelque chose d'un peu différent, mais quand même très relié. On ne se refait pas. Je voudrais vous parler d'information quantique. Et c'est un sujet extrêmement actuel, extrêmement papillonnant dans le monde, et on s'est rendu compte récemment que si on pouvait dompter la logique quantique pour traiter ou transmettre de l'information, on pourrait faire des choses qui sont radicalement différentes de ce qu'on fait dans les ordinateurs classiques ou dans les traitements classiques d'information. Et je crois que c'est un sujet amusant. Amusant parce que, bon, il pourrait prêter à de grandes applications, ça c'est excellent pour faire du fundraising, mais surtout amusant parce qu'il va nous faire mettre le doigt sur les bizarreries quantiques les plus étranges ou sur les étrangetés quantiques les plus bizarres. Donc, bon, je ne vais pas faire une longue introduction historique sur la mécanique quantique, vous savez tous qu'en fait son siècle, 1905-2005, c'est Einstein proposant l'interprétation de l'effet photoélectrique en termes de grains d'énergie élémentaire, la première idée sérieuse de quantification, beaucoup plus sérieuse que celle de Bohr quelques années auparavant. Il crée d'ailleurs cette même année, 1905, tous les piliers de la mécanique quantique. Bon, mais ça, c'est pas la mécanique quantique moderne. La mécanique quantique telle que nous la connaissons, elle émerge en 25-26, avec Heisenberg, mécanique des matrices, Schrödinger, mécanique ondulatoire. Tous les deux calculent l'atome d'hydrogène, donnent un contenu physique au bon vieux modèle de Bohr de notre enfance. Bon, évidemment, deux formalismes complètement distincts, des échanges de mots un peu vifs entre les deux, comme d'habitude en science, et puis Dirac réconcilie tout le monde en s'apercevant que les deux formalismes ne sont que les deux faces du même, ne sont que deux représentations, dirait-on en termes modernes, du même formalisme. On a la mécanique quantique, ça fait presque un siècle, ça fait 80 ans, il reste à l'utiliser. Et là, vient une période absolument merveilleuse dans l'histoire de la physique où en quelques années, un petit groupe de gens gravitant autour de Bohr à l'école de Copenhague comprend la nature avec la mécanique quantique et l'applique à une variété extraordinaire de situations. Et une chose très remarquable sur laquelle je reviendrai, c'est que, au contraire des théories physiques intuitives où vitesse, position sont extrêmement intuitives, les objets mathématiques qu'on manipule sont extrêmement intuitifs, la mécanique quantique manipule des objets extrêmement abstraits. Il est nécessaire de munir son formalisme d'une couche d'interprétation pour relier ces objets très abstraits aux quantités mesurables. Et cette couche d'interprétation qu'on appelle l'école de Copenhague, qui est la plus communément admise, elle se forge dans ces mêmes années en considérant des expériences de pensée. Des expériences de pensée comme la fameuse boîte à photons d'Einstein, où on peut enfermer un photon assez longtemps pour pouvoir le peser au bout d'un ressort. Alors, la mécanique quantique aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez fantastique. C'est une des théories physiques les plus prédictives et les plus étendues qu'on ait. Elle décrit bien entendu les atomes, ce pourquoi elle a été conçue, mais aussi bien les particules et peut-être même ce qui pourrait bien être les constituants ultimes de la matière, les supercordes à l'échelle de 10-35 mètres. À l'autre extrême, elle est nécessaire pour comprendre les assemblages de molécules biologiques et donc notre échelle humaine. Et elle joue même un rôle aux plus grandes échelles de l'univers. Ceci est la carte du rayonnement fossile du corps noir, de ses inhomogénéités. Et ces inhomogénéités pourraient bien être que les résidus des fluctuations quantiques de l'univers primordial. Donc une théorie qui s'applique sur 54 ordres de grandeur, en taille. Une théorie précise, qui permet de prédire des quantités comme le mouvement magnétique anormal de l'électron avec une précision de l'ordre de 10-12, précision confirmée par l'expérience au même niveau. Elle unifie toutes les interactions connues, sauf la gravitation qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, mais les coups de boutoir des supercordes devraient permettre un jour ou l'autre de l'inclure dans le package. Et puis la mécanique quantique, c'est aussi des applications.
La mécanique quantique, c'est en fait beaucoup des choses qui fondent notre société moderne comme application directe. L'ordinateur résulte de la compréhension fine que nous a donnée la mécanique quantique du transport de charge dans les semi-conducteurs. Le laser, comme ce superbe pointeur dont vous appréciez, j'espère, la couleur verte, les lasers sont une conséquence directe de notre compréhension quantique des échanges matière-rayonnement. Le GPS est fondé sur des horloges atomiques qui sont en définitive des objets quantiques. L'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, est extrêmement quantique. C'est la danse quantique de spin dans des champs magnétiques produits par des bobines supraconductrices, elle aussi un effet quantique, et tout ça interprété par des ordinateurs qui résultent directement de notre compréhension quantique. Donc cette mécanique quantique qu'on dépeint comme une science très fondamentale et qui est une science très fondamentale, a aussi conduit à des applications qui fondent notre société moderne. Et on estime que 40% de la richesse produite par nos sociétés résulte directement de la compréhension quantique du monde. Donc ceci est un message pour les politiques. Ce n'est pas parce qu'une science est fondamentale qu'elle ne fonde pas 80 ans après sa découverte tout ce qui fait la richesse d'une société. Bon. Fin de la politique. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il y a peut-être encore plus à faire. Alors, en dépit de tout ça, la mécanique quantique, il faut bien le voir, nous propose un monde microscopique qui est résolument contraire à l'intuition et au bon sens. Un monde qui est fait de superpositions, d'interférences, d'intrications, ce qui pose d'ailleurs le problème de savoir pourquoi diable toutes ces choses bizarres ne se manifestent pas à l'échelle macroscopique. Pourquoi est-ce que ce monde nous paraît bizarre? Parce qu'on ne le voit pas. Et je voudrais passer un tout petit peu de temps à redécrire ces bizarreries, parce qu'en définitive, elles ne sont bizarres que parce qu'on essaie de mettre du formalisme dans des termes de la vie de tous les jours. Elles n'ont rien de bizarre dans le cadre de la mécanique quantique, mais parce que c'est dans ces bizarreries qu'est fondamentalement la puissance de l'ordinateur quantique. Mais avant ça, on pourrait se poser le problème de savoir pourquoi est-ce que, 80 ans après sa fondation, et en dépit de ses succès, ou plutôt avec ses succès, il faudrait continuer à explorer la mécanique quantique expérimentalement. Ben ça, il y a deux choses remarquables. D'abord, il y a eu des progrès techniques dans ces 80 ans, des progrès techniques d'ailleurs largement empruntés à la compréhension quantique des choses, laser, ordinateur, etc., qui nous permettent maintenant de réaliser réellement les expériences de pensée des fondateurs de la mécanique quantique. Schrödinger disait, on imagine parfois dans des expériences de pensée qu'on travaille avec un atome ou une molécule unique, et ça donne des conséquences ridicules. Schrödinger, en 1952, se fourrait le doigt dans l'œil. On l'imagine, mais on peut le faire maintenant. Ça donne des conséquences ridicules pour une intuition classique, mais qui sont précisément les conséquences ridicules de la théorie quantique que ce même Schrödinger avait fondée. Comme quoi, même les grands hommes peuvent se tromper. Et ça, pourquoi on peut faire ça? Renforcer notre compréhension des postulats. Comme on va le voir, cette mécanique quantique est si étrange et si contre-intuitive que plus on peut renforcer notre compréhension des postulats, mieux ce sera. Et puis, comme on va le voir aussi, et ce sera l'essentiel de l'objet de ce séminaire, on peut utiliser la mécanique quantique pour traiter et transmettre de l'information. C'est la cryptographie quantique, la téléportation quantique, ou, de manière plus ambitieuse, encore l'ordinateur quantique. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter après cette longue introduction? Je vais vous parler un peu des étrangetés quantiques. Bon, je suppose que vous avez tous été exposés au formalisme quantique dans votre tendre enfance, mais que c'est peut-être un peu loin. Donc, on va revenir très très brièvement et très rapidement sur la mécanique quantique. Je vais vous montrer ensuite comment on peut utiliser la mécanique quantique pour communiquer, puis pour calculer. On va se poser le problème, parce que tout ça sera purement conceptuel, des systèmes avec lesquels on pourrait réaliser cette transmission d'informations, ce travail quantique. Je vais vous montrer qu'on a un obstacle terrible auquel on doit faire face, qui est l'obstacle de la décohérence. Et enfin, je conclurai. Alors, bien entendu, je vous engage à m'interrompre si je laisse des points obscurs. Tout ça est un vaste programme. Vous avez les notes. Je ne couvrirai pas tout ce qui est dans les notes. Je ferai quelques ellipses, parce que, comme vous avez constaté, il y a beaucoup de transparents dans les notes. Mais, bien entendu, vous pouvez m'interrompre. Donc d'abord, les étrangetés quantiques. Alors la mécanique quantique décrit l'état d'un système dans un formalisme extrêmement compact. L'état d'un système, il est donné, très belle notation, quête de Dirac, l'état d'un système est complètement décrit par un vecteur dans un espace de Hilbert, un espace vectoriel complexe.
Que ce système soit un chat, une particule unique, une cavité, c'est décrit par un vecteur dans un espace de Hilbert, description extraordinairement générale, beaucoup plus simple que la description classique, le prix à payer étant bien entendu la complexité sous-jacente éventuelle de cet espace de Hilbert. Et ça contient toute l'information qu'on peut avoir sur le système. Alors prenons le système le plus simple, une particule. Une particule ponctuelle, ça a une seule propriété, sa position. Alors, une particule ponctuelle, elle peut être en mécanique quantique localisée ici en X, elle peut être localisée là-bas en Y. Ça n'a pas de problème, tout ça ressemble à de la physique classique. Le point, c'est qu'un espace de Hilbert, c'est linéaire. Toute somme, toute combinaison linéaire d'états autorisés est encore un état possible. Donc l'état 1 sur racine de 2, le racine de 2 décore et normalise, 1 sur racine de 2 x plus y est un état possible en mécanique quantique. Et ça décrit une particule qui a à la fois les particules d'une propriété située en X et les propriétés d'une particule située en Y. Ça n'a rien à voir avec le barycentre X plus Y sur 2. C'est quelque chose de complètement différent. Quelque chose, une fois qu'on a écrit ça, on doit renoncer à tout bon sens et à toute intuition. Bon, tout au moins, chercher à développer un bon sens et une intuition adaptés à ce genre de formule. Alors ça, ce serait très commode. Dans un état comme ça, imaginez que je demande à la particule, avec un appareil classique, quelle est ta position. Et elle ne répondra pas x plus y sur 2. Elle va répondre ou bien x, ou bien y, ou l'un ou l'autre, jamais rien d'autre. Et elle répondra x dans 50% des cas, et y dans 50% des cas. Rien dans une expérience donnée en mécanique quantique ne me permet de prédire en général avec certitude quel sera le résultat de la mesure. En ce sens, la mécanique quantique renonce au déterminisme absolu qui était le beau déterminisme de la physique classique, où en ayant l'état de l'univers tel que créé par le grand horloger, on pouvait calculer ce qui serait pour l'avenir des siècles et des siècles. Eh bien non, ce n'est pas vrai en mécanique quantique. Chaque mesure est un pile ou face fondamental, un jeu de dés fondamental, qui déplaisait beaucoup à Einstein d'ailleurs, qui était pas du tout dans cet état d'esprit, et qui disait, mais je déteste que Dieu joue au dé, bon, je ne sais pas, je pense que l'échange est apocryphe, et il paraît que Bohr lui aurait répondu, mais arrête donc de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Ben, Dieu joue au dé. Ensuite, imaginez que j'ai mesuré cette particule, elle est où x, elle est x et y. Je la mesure, elle est où x ou y. Quel est son état après la mesure? Eh bien, elle est là où je l'ai vue, elle est là où je l'ai observée. C'est donc x ou y. L'état de la particule est modifié de manière incompressible, irrépressible, inévitable par la mesure quantique. Et là encore, c'est quelque chose qui est complètement différent de la physique classique, où au moins en principe, on peut mesurer la position ou la vitesse d'une voiture sur une autoroute sans la perturber de manière notable. Ce n'est pas du tout le cas en mécanique quantique. Alors, je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail de ça. Je ne veux pas, évidemment, vous faire un cours du formalisme quantique, mais juste discuter un tout petit peu ces propriétés-là sur un système qui est en fait mathématiquement plus simple qu'une particule décrite par sa position, qui a un espace de Hilbert de dimension continue. Enfin bon, ça a des petits inconvénients mathématiques. Prendre le système le plus simple de la mécanique quantique, qui est aussi le système fondamental pour le traitement quantique de l'information. C'est l'analogue du bit logique de nos ordinateurs, qui vaut 0 ou 1. C'est un système, ce qu'on appelle un système à deux niveaux, qui a un espace de Hilbert de dimension 2, avec deux états de base qu'on va appeler 0 et 1, quête 0 et quête 1. Un état arbitraire est une superposition de C0 et de C1, C00 plus C11, où C0 et C1 sont complexes, leur module au carré se sommant à 1, on verra pourquoi tout à l'heure. Donc voilà un état. Qu'est-ce qu'une quantité mesurable? Une quantité mesurable est représentée dans l'espace de Hilbert par un opérateur, par une matrice, qui en l'occurrence est une matrice de 2, toute simple, et une des quantités mesurables, par exemple, c'est Z, qui n'est pas l'identité, qui est 1 moins 1 sur la diagonale. Qu'est-ce qui se passe si je mesure cette quantité-là dans cet état arbitraire-là? Et ce que nous dit les postulats de la mesure, c'est que dans une telle mesure, je ne peux obtenir comme résultat que les valeurs propres de l'observable. Bon, je suppose que ça, vous êtes tous familiers avec le formalisme matriciel élémentaire.
c'est-à-dire pour z plus 1 ou moins 1. Quand je mesure une quantité physique en mécanique classique ordinaire, j'obtiens en général un spectre continu de valeurs dans un certain intervalle. En mécanique quantique, je n'obtiens jamais d'autres valeurs que les valeurs propres de l'opérateur associé à la mesure. Et quand je suis dans un espace de Hilbert de dimension 2, il y a au plus de valeurs propres. Donc il n'y a pas moyen d'imaginer de faire une mesure qui donnerait plus de 2 résultats différents sur un qubit. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très différent de la mécanique classique standard. Quelle est la probabilité d'obtenir plus 1? Ben, c'est C0 carré, c'est le modulo carré du coefficient de l'état propre concerné. Quelle est la probabilité de mesurer 1? Ben, c'est module de C1 au carré. Ben, il faut bien entendu que l'état soit normalisé, que la somme de C carré vaille 1 pour que tout ça ait un sens. Donc, si on a le développement de l'état sur les valeurs propres de Z, on a toutes les valeurs, tous les résultats de mesure possibles, et c'est tout ce que peut prédire la mécanique quantique. Elle renonce à prédire quelque chose. Je note aussi que le résultat de la mesure est certain pour un état propre. Si je suis dans l'état 0, qui est l'état propre de valeur propre plus 1, je trouverai toujours plus 1 dans une mesure de Z. Si je suis dans l'état 1, je trouverai toujours moins 1. Ça n'est que quand il y a superposition d'états qu'il y a incertitude sur pas incertitude sur la mesure, probabilité de mesure et un déterminisme fondamental. Quel est l'état après la mesure? Eh bien, la vecteur propre correspond. Est-ce que tout ça est clair? J'espère que je n'enfonce pas trop de portes ouvertes pour tester aussi si j'enfonce avec vigueur des portes trop largement ouvertes. Ce qui est très amusant en mécanique quantique, c'est qu'on peut imaginer plein d'observables. On peut imaginer autant d'observables qu'il y a d'opérateurs de 2. Bon, il faut qu'ils soient hermétiques, mais enfin, ça c'est un détail. Il y en a beaucoup. Il y en a une grosse infinité continue. Mais tous ces observables ne sont pas compatibles. Prenons en effet cet observable-là, x, 1 et 1 en dehors de la diagonale. C'est pas très dur de calculer ces valeurs propres, elles sont plus 1 et moins 1 aussi. Donc on obtiendra les mêmes résultats dans une mesure de x ou de z. Quels sont les vecteurs propres? Bien, c'est 0x ou 1x, qui sont les combinaisons linéaires symétriques et antisymétriques de 0 et de 1. Imaginez maintenant, alors c'est peut-être un peu dur à suivre, mais c'est quelque chose qu'il faut faire soi-même avec un papier et un crayon dans le calme de son cabinet de travail pour s'en assurer, donc c'est dans les notes, je vous engage à le resuivre. Je suis dans l'état 0. Je mesure d'abord z. Je trouve sûrement plus 1. C'est un état propre. Puis ensuite, je mesure x. 0, c'est 0x plus 1x, avec des poids égaux. Donc je trouverai plus 1 avec 50% de probabilité, moins 1 avec 50% de probabilité. Imaginez maintenant que je fasse les mesures dans un ordre différent. Je mesure x d'abord. Comme je suis dans 0, je trouve comme tout à l'heure plus 1 et moins 1 avec des probabilités égales. Mais si j'ai trouvé plus 1, je projette dans l'état 0x. Et 0x, c'est 0 plus 1. Donc je projette dans une combinaison linéaire des états propres de z. Et si je mesure z ensuite, au lieu de trouver comme plus 1 à coup sûr, comme dans le premier cas, je vais trouver plus 1 et moins 1 avec des probabilités égales. Ce qui veut dire que le résultat d'une mesure quantique, d'une série de mesures quantiques, dépend de l'ordre de ces mesures. Tout ça étant lié très fondamentalement au fait que l'algèbre des matrices n'est pas commutative. Alors je vous ai parlé de mesures, je vous ai parlé de probabilités, etc. Comment les systèmes évoluent-ils? L'évolution est très simplement donnée par une équation différentielle ordinaire, l'équation de Schrödinger, qui décrit l'évolution du quai de psi sous l'action d'un opérateur H, qui n'est pas autre chose que l'écriture opératorielle de l'énergie du système. Ce qui veut dire, si on intègre ça, que psi de t se déduit de psi de 0 par un opérateur unitaire, qui a la propriété de conserver la norme. X et Z, par exemple, sont à la fois des observables et des opérateurs d'évolution. On utilisera cette propriété tout à l'heure. Alors, le fait que l'évolution soit unitaire, on a l'impression que, bon, d'abord, c'est indispensable pour conserver les probabilités, mais on a l'impression que c'est une prescription un peu bénigne. Mais en fait, cette prescription purement mathématique a des conséquences extraordinairement importantes. Par exemple, la mécanique quantique est extraordinairement éthique, beaucoup plus que la biologie. Elle interdit, par construction, le clonage. En physique classique, rien n'empêche, et c'est bien ce que cherchent à faire tous les faussaires, de cloner arbitrairement exactement un objet classique. Il suffit de le mesurer et de le reproduire. En mécanique quantique, ce n'est pas possible. L'état a priori inconnu d'une particule
ne peut pas être reproduit. Je ne peux pas imaginer une boîte qui prenne une particule dans un état arbitraire psi et me donne deux particules exactement dans le même état psi, quel que soit psi. Et ça, c'est interdit directement par l'unitarité de l'évolution de Schrödinger. Et ça, c'est quelque chose de très fort qui a, on le verra, des conséquences extrêmement importantes pour l'information quantique. Jusqu'à présent, je vous ai parlé d'un système quantique. C'est plus marrant si on en met plusieurs. Qu'est-ce qui se passe si on prend 2 qubits au lieu d'un? D'abord, qu'est-ce que l'espace des états? C'est assez clair que 2 espaces de dimension 2, si on les met ensemble, ça fait un espace de dimension 4. L'opération étant un simple produit tensoriel, la base de l'espace des états, c'est 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. On ne va pas entrer dans les détails. Et ce qui est très amusant, c'est que si je prends 2 qubits et que je les fais interagir, il y a des interactions non triviales qui vont les mettre dans des états comme celui-là. 1 sur racine de 2, 0, 1, moins 1, 0. Cet état a l'air assez banal. Il a l'air de ne pas être beaucoup plus mystérieux que 0, 0 ou 1. Et pourtant, il contient beaucoup des mystères de la mécanique quantique. En effet, remarquons d'abord, et ça c'est un simple exercice de maths, il s'écrit tout aussi bien 0x, 1x, moins 1x, 0x. C'est un état voisin de celui qu'Einstein, Podolsky et Rosen analysaient dans leur fameux papier de 1935. Qu'il y ait un état quantique, ça nous dit que les deux systèmes 1 et 2, après leur interaction, sont dans un seul état quantique, sont décrits par une seule fonction d'onde, quelle que soit leur séparation. Et que donc il faut que je fasse très attention, quand je vais traiter de ce que je fais sur 1 ou de ce que je fais sur 2, au fait que 1 et 2 ne sont pas des systèmes isolés, mais sont dans cet état quantique unique. Alors jouons encore à notre petit jeu des mesures. Imaginez que je mesure z sur 1. Si je trouve moins 1, c'est que je suis sûrement dans l'état 1, 0. Donc je projette la particule 2 sur l'état 0. Si je trouve plus 1, je suis sûrement dans 0, 1. Donc je projette la particule 2 sur 1. Si je fais ensuite une mesure de 2, je trouverai que les mesures de 1 et de 2 sont toujours anticorrélées. Je trouve toujours plus 1 d'un côté, moins 1 de l'autre. Moins 1 d'un côté, plus 1 de l'autre. Ça, c'est une anticorrélation bénigne. C'est la même anticorrélation qu'il y a entre 2 boîtes contenant l'une une boule noire, l'autre une boule blanche. Si j'ouvre une boîte et que je vois la boule noire, je sais que l'autre a la boule blanche. Pas très malin. Et ce qui est plus fort, c'est que cette anticorrélation, elle est aussi dans cette base-là. Si sur 1, au lieu de mesurer z, je mesure x, et que je trouve moins 1, ça projette 2 sur 0 plus 1 qui est 0x. Donc j'ai des corrélations noir plus blanche, noir moins blanche. Et ça, c'est nettement non classique. L'état de 2, après une mesure, dépend de la nature et du résultat de la mesure que j'ai effectuée sur 1. Et ça, ces corrélations quantiques indépendantes de la base ne sont pas compréhensibles en termes classiques. Le premier qui a montré ça de manière éclatante, c'est Bell en 1964, qui a montré que si ces états étaient vrais, alors on pouvait construire des corrélations statistiques entre des résultats de mesure sur 1 et sur 2 qui violaient une inégalité obéie par toute théorie classique ordinaire locale. Et ça a été très joliment démontré par les expériences d'Aspect en 82, comme vous le savez sans doute. Alors voilà une longue introduction en fait, mais je pense qu'il n'était peut-être pas inutile de reposer les bases et de s'interroger sur où est l'essence du quantique. Je voudrais maintenant vous montrer comment on va utiliser ces briques de base pour réaliser des fonctions de communication. Et la première fonction de communication qu'on envisage ici, c'est ce qu'on appelle la cryptographie quantique, terme un peu impropre, on devrait dire distribution de clés cryptographiques. Alors la cryptographie, c'est un art qui est vieux comme l'art militaire, hélas, et c'est un art qui est aussi immoral que l'art militaire. Ça consiste exactement à se faire ce qu'on ne voudrait pas que les autres vous fassent, ou l'inverse. Ça consiste à échanger un message entre deux partenaires. Alors on les appelle Alice et Bob en information quantique, parce que l'information quantique est une science anglo-saxonne. Donc entre deux partenaires, Adèle et Berthe, dans les manuels français, entre deux partenaires qui doivent échanger un message, qui veulent être sûrs, s'ils ont échangé le message, que personne d'autre qu'eux n'a eu connaissance du message. Revoyez les James Bond, il y a de nombreux exemples de cryptographie. Et c'est pas seulement James Bond, c'est bien entendu toutes les transactions de carte bleue, les systèmes de télépéage aux autoroutes,
tous les systèmes de communication entre les avions et la Terre pour donner le positionnement, etc. Bon, c'est extraordinairement utile. Et le but, évidemment, c'est que le codage soit facile pour Alice, que le décodage soit facile pour Bob, et soit impossible pour l'espion qu'on appelle Eve, qui est E étant l'initiale de eavesdropper. Idéalement, ce qu'on veut, et beaucoup de ces codes sont donc basés sur la factorisation. Comme on verra, c'est facile de multiplier, c'est très difficile de factoriser, et beaucoup des codes cryptographiques sont basés sur la factorisation ou sur des analogues comme le code RSA. Si vous allumez votre téléphone portable en sortant de cette pièce, ce qui veut dire que vous l'aurez éteint en entrant, bien sûr, vous verrez RSA enabled, parce qu'ils ont vendu le code cryptographique pour tous les téléphones portables. Ce que vous voulez idéalement, c'est que le code soit sûr, quelles que soient les ressources de l'espion. Même si l'espion est un extraterrestre tentaculaire verdâtre, qui a 1 milliard d'années d'évolution par rapport à vous en technologie, vous voulez quand même être sûr que vous parlez de manière secrète entre vous. Vous prêtez l'art de la cryptographie et l'art de la paranoïa contrôlée, vous prêtez à l'adversaire des moyens inimaginables et vous voulez être sûr quand même que votre message reste secret. Et ça, le problème, c'est que par exemple, la factorisation, on n'est pas sûr que ce soit sûr, et on est même sûr que ce n'est pas sûr si Eve, étant un extraterrestre tentaculaire, dispose d'un ordinateur quantique. Donc les extraterrestres peuvent écouter toutes nos conversations, et ça, c'est très angoissant. Il y a en fait un seul code sûr et inconditionnellement sûr, dont on peut montrer qu'il est mathématiquement inconditionnellement sûr. Il date de bien avant la mécanique quantique, il date de 1913, Vernam. C'est ce qu'on appelle le one-time pad. Ça consiste simplement à avoir le message codé sous forme de chiffres, à ajouter à ce message une clé aussi longue que le message, et tout complètement aléatoire, et ça donne le cryptogramme. Et pour décoder, il suffit de faire la soustraction. Donc si Alice et Bob ont la même clé, ils savent coder et décoder facilement, et mathématiquement, Eve ne peut rien faire d'autre sur le message que d'essayer d'en deviner le contenu, de manière complètement aléatoire. Alors ceci est un papier qui a été saisi sur Che Guevara, juste au moment de son arrestation. Il utilisait le one-time pad, il n'avait visiblement pas confiance. Évidemment, le problème, c'est de partager la clé. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on échange des feuilles de papier sur lesquelles sont inscrites la clé, parce que ça ne se retient pas une suite de nombres aléatoires, le cerveau humain n'est pas fait pour retenir ça, et puis on fait son codage. Et évidemment, le problème, c'est qu'il faut se rencontrer pour échanger les papiers, qu'on n'est jamais sûr que le papier n'a pas été photocopié. Enfin bon, on sent bien que des techniques d'espionnage largement illustrées dans James Bond pourraient venir à bout de ce code. La cryptographie quantique donne le moyen à Alice et Bob de partager une clé en étant sûr que personne d'autre qu'eux n'a accès à cette clé. Et l'idée, alors il y a beaucoup de protocoles, il y en a des plus simples que celui que je vais vous raconter, mais essentiellement on peut réfléchir à un protocole où Alice et Bob partageraient des paires de particules intriquées, dans cet état 0,1 moins 1, 0, qu'on avait il y a un moment. Des paires de particules intriquées qui sont envoyées par un émetteur quelconque. Comme on l'a vu, quelle que soit la base où Alice et Bob décident de faire leurs mesures, leurs résultats seront corrélés. Si Alice obtient plus, Bob obtient moins. Et ces résultats sont aléatoires. Donc, en prime, ils ont une génération de nombres aléatoires, et ils ont dans leur mesure une génération de nombres aléatoires corrélés. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut pour faire une clé. Bon, il faudra faire attention à ce que Bob transforme ses plus 1 en moins 1 et ses moins 1 en plus 1 pour établir la clé. Mais enfin, bon, s'ils sont suffisamment malins, ils vont y arriver. Et croyez-moi, s'ils savent faire la manip, ils sont malins. Donc, ils vont partager un nombre aléatoire. Ça, c'est idéal. Est-ce qu'F peut faire quelque chose? F peut rien faire. Parce que elle pourrait essayer de mesurer les particules qui lui passent devant le nez. Mais elle ne sait pas quelle base vont utiliser Alice et Bob. Est-ce qu'ils vont mesurer dans 0,1? Est-ce qu'ils vont mesurer Z? Est-ce qu'ils vont mesurer X? Elle n'a aucun moyen de le savoir a priori. Donc elle risque de ne pas faire ses mesures dans la bonne base. Et si elle ne fait pas ses mesures dans la bonne base, elle perturbe l'état du système. Et Alice et Bob s'en apercevront immédiatement. On peut voir, c'est amusant, que les résultats d'Alice et Bob violent les inégalités de Bell. S'ils sont écoutés par un espion, ils ne violeront plus les inégalités de Bell, ils le sauront. Donc Alice et Bob ont un moyen, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques de tout ça, ont un moyen simple de dire « oui, nous sommes écoutés ». Alors F pourrait essayer de cloner les particules, mais le clonage, je vous ai montré que c'était interdit.
Elle ne peut pas cloner les particules parce qu'elle ne connaît pas leur état. Elle ne connaît pas leur état parce que c'est des paires intriquées. Donc non, elle ne s'en sort pas, la pauvre Ève. Le formalisme de la mécanique quantique interdit à Ève d'avoir, en principe aucune, en pratique, suffisamment d'informations sur la clé. Vous voyez, c'est très fort. On utilise vraiment tous les postulats essentiels de la mesure quantique pour assurer la sécurité de la clé entre Alice et Bob. Alors évidemment, bon, le problème est que quand on va voir un banquier suisse et qu'on lui dit la sécurité de votre protocole d'échange sera garantie par la mécanique quantique, il demande d'abord à croire à la mécanique quantique, ce qui fait qu'il n'est pas forcément évident de convaincre un militaire ou un banquier de l'aspect très fondamental de la sécurité qu'on lui offre là, mais néanmoins, pour un mathématicien ou un physicien, cette sécurité est tout à fait évidente. Alors j'ai décrit là quelque chose en termes de particules intriquées. Il y a des protocoles beaucoup plus simples qui marchent avec de simples qubits, de simples systèmes à deux niveaux échangés entre Alice et Bob. Bon, il y en a un qui est décrit dans vos notes, le BB84. Bon, je ne vais pas le décrire ici parce que ça nous prendrait un peu trop de temps. Et ces protocoles utilisent très convenablement des photons. Alors un photon unique, c'est juste une incise, c'est un qubit presque idéal. Parce qu'un photon, ça a un tas de paramètres très compliqués, sa fréquence, son enveloppe spatiale, son mode de propagation, etc. Mais ça a un paramètre très simple, sa polarisation. Un photon, bon, c'est un grain de lumière, ça a la même polarisation que le faisceau lumineux classique, qui est constitué de beaucoup de ces photons. Et par exemple, un photon, ça peut être polarisé horizontalement ou verticalement. Bon, ben ça, c'est deux états quantiques orthogonaux. Et l'espace de Hilbert qui décrit le paramètre de liberté, polarisation du photon, ben c'est un espace à deux niveaux, de 2, avec comme état de base H ou V. Mais comme état de base tout aussi bien H plus V, H moins V, polarisation à 45 degrés, ou H plus IV, H moins IV, polarisation circulaire droite ou circulaire gauche. Je ne garantis pas que j'ai tourné la main dans le bon sens, il faudrait réfléchir très longtemps. Mais enfin, entre moi et vous, il y a sûrement un des deux qui est correct. H plus V, H moins V, qui sont les polarisations circulaires droite et gauche. Donc tout ce qu'on a dit sur le système à deux niveaux se joue avec des polarisations de photons, et ça c'est merveilleux pour la communication, parce que les photons, ils ont quand même une propriété amusante, ils vont à la vitesse de la lumière. Donc ils se propagent loin, ils se propagent dans les fibres optiques, ils peuvent se propager sur des dizaines de kilomètres sans être atténués, et ça c'est très bien. Alors la cryptographie quantique, c'est quelque chose qui marche. Alors voilà un bel exemple à réaliser dans le groupe de Zeilinger. Voilà la clé d'Alice, la clé de Bob, codée sous forme d'un bitmap couleur. Alors quand on prend le message, Alice l'encrypte avec sa clé, voilà le message encrypté, où on a fait l'addition, ben on ne voit plus rien, parce qu'on a rajouté de l'aléatoire à une image, on ne voit plus rien. Et puis si Bob décode, ben il voit. Alors il y a quelques erreurs qui sont dues au fait que le protocole d'échange de clés n'est pas parfait, mais l'essentiel du message est quand même passé. Donc ça marche, et c'est un truc qui tient sur une table. Le record de distance, 67 km, lac de Genève, dans le groupe de Nicolas Gisin, entre Genève et Lausanne. Ils ont réussi à communiquer à 67 km, et ça marche avec des fibres optiques télécom standard. Bon, alors il faut un peu ruser pour pouvoir utiliser de la fibre télécom standard pour ça. Alors pourquoi on ne peut pas aller plus loin? Ben parce que les fibres, elles sont très transmissives, mais quand même le photon finit par être absorbé. Et ce qu'on fait d'habitude en communication classique, c'est tous les 10 km, on détecte le signal, un petit coup d'ampli, et on réémet. Ça, c'est totalement interdit en mécanique quantique. Détecter, amplifier, réémettre, c'est un processus classique. Ève n'a qu'à mettre une sonde de scope dans l'ampli et elle saura immédiatement ce qu'est la clé. Donc on n'a pas le droit au répéteur. Donc on est limité à une distance qui est au maximum une dizaine ou une centaine de kilomètres. Alors vous pouvez même aller sur www.idquantique.com et acheter, commander un système de crypto quantique qui se plug dans deux ordinateurs et dans une fibre optique télécom standard avec, donc si vous voulez à l'acheter. C'est cher, c'est très cher. On ne sait pas très bien s'ils en ont vendu à d'autres qu'à des labos qui voulaient les démonter pour voir ce qu'il y a dedans. Mais ça existe, c'est juste un problème d'ingénierie. Et alors on rêve même, les militaires évidemment voudraient ça, mais pas question de mettre au fantassin une fibre optique. Donc ils rêvent de cryptographie quantique, seul satellite, avec des choses en vision directe. Et puis ensuite, cryptographie quantique satellite. Donc le pauvre fantassin va se trouver dans des pays chauds, évidemment, avec tout son barda, plus un télescope d'1 mètre de diamètre, plus une table d'optique, pour communiquer avec son... Bon. Voilà. Si ça l'empêche de tuer quelqu'un, ce sera pas mal. Alors un truc encore plus marrant, et qui est dans le même ordre d'idées, c'est la téléportation quantique. Alors vous avez tous vu au moins un épisode de Star Trek. Il y a des gens qui ne tolèrent pas d'en voir plus d'un, mais tout le monde en a vu au moins un.
Et dans Star Trek, Mr. Spock demande à Scotty de le beamer et il se retrouve sur une planète distante, c'est vachement commode. Alors la téléportation quantique, bon je veux dire le coup de génie de Bennett c'est surtout le nom, la téléportation quantique c'est de se donner un peu les mêmes règles du jeu, c'est un fax quantique en fait. Donc voilà la règle du jeu. Les gens de l'information quantique aiment bien se donner des règles du jeu et être les seuls à arriver à les remplir. La règle du jeu est la suivante. Alice va recevoir un qubit, une particule de niveau, dans un état inconnu d'elle. Et son but est de transmettre cet état, pas la particule, mais l'état quantique, à Bob, à une distance arbitraire, avec une précision infinie et à la vitesse de la lumière. Même si la particule initiale est une particule matérielle qui visiblement ne peut pas aller à la lumière. Donc ça ressemble beaucoup au fax. Vous mettez une feuille de papier, vous appuyez sur le bouton, et ça envoie à la vitesse de la lumière dans la ligne, ça envoie votre fax ailleurs. Donc c'est un fax quantique. Mais ceci dit, ce n'est pas un fax quantique évident. D'abord parce qu'on n'a pas le droit de cloner. Un fax ordinaire clone. Enfin, essaie de cloner, il en est loin en pratique. Il essaie de cloner. En mécanique quantique, ce n'est pas autorisé. Donc si je veux faire ça, il va falloir que je perde l'original. Donc il faut avoir très confiance dans la transmission. Je ne peux pas mesurer. Alice ne peut pas mesurer, elle a une seule particule. Elle peut faire une seule mesure, qui va lui donner un seul résultat, plus 1 ou moins 1. Ça ne lui dit rien sur 2 coefficients complexes. Puis quand bien même elle aurait tout l'état quantique, elle ne peut pas le transmettre avec une précision infinie, parce qu'il faut un nombre infini de chiffres pour exprimer un nombre complexe. Donc c'est fichu. Ce qui va marcher, c'est d'utiliser la non-localité quantique. Alors, le protocole est très joli, je ne vais pas le décrire en grand détail, là encore c'est quelque chose qu'il faut écrire pour soi une fois, mais c'est des règles d'algèbre linéaire complètement évidentes. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être un expert de mécanique quantique pour faire de la téléportation. Donc voilà Alice, voilà Bob, voilà le qubit entrant. Donc la particule U, elle est dans un état complètement inconnu. J'en sais rien, elle m'a été donnée par Charlie, et on ne sait absolument pas ce qu'est l'état de la particule. Mais Alice et Bob, ils vont partager une ressource. On aime bien parler en termes de ressources en information quantique. Une ressource extrêmement chère, une paire de particules A et B intriquées. Et intriquées dans un état, alors, bon, l'espace des états de dimension 4 pour 2 qubits, il a une base triviale qui est 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, puis il a une base non triviale qui est 0, 0 plus ou moins 1, et 0, 1 plus ou moins 1, 0. Ces états, on les appelle les états de Bell, et ils ont à peu près les mêmes propriétés que le plus remarquable d'entre eux, qui est 0,1 moins 1, 0. Ils violent tous des inégalités de Bell, ils ont tous des mesures corrélées. Donc, on va partager A et B dans un certain état de Bell. Quel est l'algorithme de la mesure? Alice va faire une mesure non triviale sur U et sur A, sur 2 particules à la fois, une mesure d'une observable très particulière, qui va lui dire dans quel état de Bell de la paire U se trouve la paire UA. Une mesure donc d'une observable qui donnera 1 sur phi plus, 2 sur phi moins, 3 sur psi plus, 4 sur psi moins, par exemple. Elle va mesurer ça, et elle obtiendra donc 4 résultats possibles, qu'on peut exprimer par 2 bits classiques. Ce qu'on va vous montrer, c'est que si on envoie ces 2 bits classiques à Bob sur une ligne de téléphone standard, et uniquement ces 2 bits, Bob est capable de prendre sa particule B et de la mettre exactement dans l'état de la particule U incidente, complétant ainsi le protocole de téléportation. Alors comment ça marche? Là encore, c'est un nature qui tient en une ligne de calcul. Ça marche en écrivant simplement l'état initial, qui est alpha 0 plus bêta 1 pour la particule U, je ne connais ni alpha ni bêta, et puis AB dans l'état 0, 0 plus 1. Ben ça, vous réécrivez cet état-là, et c'est purement des manipulations algébriques, en mettant d'un côté, au lieu de U et puis AB, vous mettez UA et puis B de l'autre côté. Et vous faites apparaître là-dedans les états de Bell pour UA. Et vous voyez que phi plus pour UA est en facteur de alpha 0 sur B plus bêta 1 sur B. Mais ça, c'est exactement l'état initial. Cette réécriture prouve que c'est exactement l'état initial. Sur phi moins, j'ai alpha 0 moins bêta 1. Ce n'est pas l'état initial, il y a juste un signe qui change. Sur psi plus, ben, ce n'est pas le signe qui change, mais j'ai échangé 1 et 0. Et puis sur psi moins, ben là, c'est le plus mauvais cas, j'ai échangé 1 et 0 et j'ai changé le signe.
Donc maintenant, imaginons que Alice obtienne phi plus. Elle téléphone à Bob, « Hey, j'ai phi plus ». Ben, Bob sait que par la mesure, sa particule a été projetée sur le bon état. Il n'a rien à faire, il la laisse sortir. Il a réussi. Si Alice lui dit, « Aïe, j'ai eu phi moins », Bob sait qu'il faut qu'il fasse deux choses. Il va échanger 1 et 0, et ça c'est faisable de manière unitaire facilement, et puis il va changer le signe de bêta. Pour ça, il suffit de faire agir l'observable Z. Il va restituer l'état initial. Donc, si Bob reçoit l'information d'Alice, il est capable, par des opérations triviales locales sur sa particule à lui, faciles, de restituer l'état initial et de compléter le schéma de téléportation. Alors, cette téléportation quantique, il faut bien voir que ce n'est pas du tout la téléportation de Star Trek. Il n'y a pas de téléportation de matière. On prend l'état de la particule U et on le plaque à distance via les corrélations non locales sur l'état de la particule B. Il faut déjà qu'il y ait une particule B. Donc ça, c'est dissuasif pour les militaires. Vous ne pouvez pas trop téléporter un char d'assaut. Ce que vous pouvez faire, c'est aller déposer chez vos ennemis des lingots d'acier, du plastique, de la céramique, de la poudre et de l'essence, et puis appuyer sur un bouton qui va faire de tout ça un char d'assaut. Mais le caractère discret de l'opération en est largement affecté. C'est pas, contrairement à ce qu'ont écrit un tas de journalistes au moment où les premières manips de téléportation sont sorties, c'est pas supraluminique. Ça va pas plus vite que la lumière. Pourquoi? Parce que pour réaliser son opération, Bob a besoin des 2 bits d'Alice. Avant d'avoir reçu ces 2 bits classiques, il n'a rien. On peut montrer qu'il a juste un mélange. Il a 0 dans la moitié des cas, 1 dans la moitié des cas. C'est tout ce qu'il a. Un mélange statistique, ça s'appelle. Il faut qu'il attende les 2 bits classiques, et eux, ils vont à la vitesse de la lumière. Donc ça ne viole absolument pas la causalité relativiste. La mécanique quantique est très très subtile. Elle arrive à ne jamais prendre en défaut la causalité relativiste. Elle est non locale, elle est horriblement non locale, mais non locale d'une manière assez subtile pour que jamais la causalité relativiste restreinte au moins, soit prise en défaut. C'est sûrement pas non plus une solution des problèmes de transport en commun. Les manips de téléportation ont été réalisées avec des photons. Alors vous me direz, téléporter un photon, c'est un peu couillon parce qu'il va déjà à la vitesse de la lumière. Vous pouvez même plus simple de téléporter les photons que ce laser et de les laisser aller au bout de la pièce, et même au bout de l'univers. Ça a été réalisé aussi avec des états d'ions, de particules matérielles, mais alors sur des distances peu spectaculaires, de l'ordre de 3 à 5 microns. Mais enfin, c'est réalisé au labo. Mais enfin, de là à vous téléporter, vous, surtout que n'oubliez pas que ça détruit l'original. Hein, si ça foire, bon alors dans Star Trek, il y a un certain nombre d'épisodes où ça foire, effectivement, ça donne une sorte de gelée gore. Si ça foire, c'est très mauvais. Ce que c'est, en revanche, c'est une très très belle illustration de la non-localité quantique. Einstein aurait détesté l'idée de téléportation, parce que c'est une très belle illustration de la mécanique quantique, et puis c'est une étape importante si on veut réaliser un réseau de transmission d'informations quantiques. On se sert beaucoup de la téléportation, mais il y a plein de schémas qui ont été imaginés, basés sur la téléportation. Bon, communiquer c'est bien, calculer c'est mieux. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller un cran au-delà et utiliser l'étrangeté quantique pour calculer? Alors l'idée est simple, au moins en principe. L'idée est de dire, si au lieu d'avoir un ordinateur qui manipule des bits 0 ou 1, j'avais un objet qui manipule un grand nombre de qubits, qui peuvent être dans une superposition des états logiques, je pourrais envisager un ordinateur qui est dans une superposition de tous les calculs possibles. Et étant dans une superposition de tous les calculs possibles, il fait tous les calculs à la fois, et il est donc infiniment plus efficace que l'ordinateur séquentiel ordinaire. Alors, parler d'efficacité d'ordinateur, je ne vais pas vous faire un cours sur la théorie de la complexité, j'en serais bien incapable, mais juste un mot. Bon, un ordinateur, c'est toujours un processus physique. Et un processus physique qui se ramène, même le démarrage de Windows et le démarrage du projecteur vidéo, se ramène toujours à prendre n bits en entrée, qui code pour 2 puissance petit n valeurs, je poserai toujours grand N égale 2 puissance petit n, et mouliner ces n bits pour donner n bits en sortie. Et tout processus de calcul se ramène à ça. Et le grand souci des informaticiens, quand ils veulent se lancer dans un algorithme, c'est de savoir s'il sera efficace ou pas. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme efficace? Pour simplifier à outrance quelque chose qui est de la très jolie mathématique. Un algorithme efficace, c'est un algorithme qui est dit P, calcul facile, quand le temps du calcul est proportionnel au nombre de bits qu'on manipule, et non pas à la taille du nombre qu'on manipule.
Par exemple, si je veux additionner deux nombres de 16 chiffres, ben, j'additionne les bits un par un. Si je veux additionner deux nombres de 32 bits, ça me prendra un temps double. Parce que j'aurai 2 fois plus d'addition bit à bit à faire. Et c'est comme ça que marchent les additions, les multiplications. La multiplication est efficace. Toutes les fonctions mathématiques développables en série sont efficacement calculables. C'est comme ça que marchent nos ordinateurs. Mais tous les problèmes ne sont pas comme ça. Il y a des problèmes qui résistent à ça et qui prennent un temps qui est proportionnel non pas au nombre de bits du nombre qu'on manipule, mais bien au nombre qu'on manipule lui-même, ou très généralement à un polynôme du nombre qu'on manipule lui-même. Et ça, c'est particulièrement long et particulièrement désagréable. Un algorithme typique, c'est vous avez le numéro de téléphone, vous cherchez le nom, et vous ne voulez pas payer 1 euro pour le 3617 XXX. Donc si vous voulez éviter ça, ben, vous lisez l'annuaire dans l'ordre jusqu'à trouver le bon numéro. Je ne vous conseille pas de mégoter sur cet euro-là. Et en fait, bon, on pourrait se dire tout ça, c'est des considérations mathématiques. En fait, ce qu'on montre mathématiquement, c'est que tous les ordinateurs, que ce soit une petite calculette de bureau, que ce soit un Pentium moderne ou un énorme superordinateur, tous ces ordinateurs sont du point de vue de la complexité équivalents. Tout problème qui est facile sur l'un sera facile sur l'autre, tout problème difficile sur l'un sera difficile sur l'autre. Et comme les exponentielles vont très vite, un problème difficile vous saturera immédiatement une petite calculette, mais vous saturera presque aussi immédiatement le plus gros superordinateur actuel. Et toutes ces machines sont en fait équivalentes à la bonne vieille machine de Turing, qui est un automate très très simple. Bon, je ne vous expliquerai pas son fonctionnement, mais enfin c'est le plus simple des ordinateurs possibles que personne n'a jamais construit, parce qu'il est tellement simple qu'il est horriblement inefficace. Mais bien entendu, ce à quoi on s'intéresse, c'est de savoir si c'est polynomial ou exponentiel, et on ne s'intéresse pas dans tout ça au préfacteur. Et la seule possibilité pour attaquer les problèmes difficiles, ben, c'est soit d'avoir des ordinateurs de plus en plus gros, ça c'est cher, soit de distribuer le calcul sur un très très grand nombre d'ordinateurs, c'est l'idée du calcul distribué, d'utiliser les économiseurs d'écran, des millions d'ordinateurs qui ne font rien dans les bureaux du monde entier, jour et nuit, et pour faire des calculs, mais ça a ses limites, soit de changer carrément les lois physiques, de changer les postulats de la logique, et donc de passer à l'ordinateur quantique. Alors comment ça marche un ordinateur quantique, ou plutôt comment ça marcherait? Le conditionnel a son importance. Les bits et les qubits, les bits sont remplacés par des systèmes à deux niveaux. Petit a, est-ce qu'on peut coder des nombres avec ça? Parce que calculer, c'est manipuler des nombres. La réponse est simple. Si j'ai un registre de n qubits, ça me fait un espace des états de dimension 2 puissance n. 0,1 pour chaque qubit. Et mes états, je peux les écrire 0,000, 0,001 jusqu'à 1,1. Ben, mes 2 puissance n états, je peux toujours les labeller par des nombres de 0 à 2 puissance n-1. Donc je peux associer à chaque état de cette base, qu'on appelle la base de calcul, un nombre. Donc je sais coder des nombres sur des vecteurs. Donc je savais coder 0 ou 1, ça c'est trivial. Est-ce que je peux lire ces nombres? Ben oui, je vais mesurer une observable qui a comme vecteur propre les vecteurs de cette base et comme valeur propre les nombres. J'aurai directement la lecture du nombre. Ça c'est trivial. Est-ce que je peux calculer? Calculer, c'est faire de la mécanique quantique. Calculer, c'est faire une opération unitaire sur les vecteurs de base. Et ça me limite beaucoup. Je ne peux pas, par exemple, réaliser une opération qui, prenant le vecteur x arbitraire dans cette base de calcul, qui code pour un nombre, calcule le vecteur f de x où f est une fonction, supposée de n bits dans n bits. Pourquoi je ne peux pas faire ça? Ben, si f est identiquement nul, ça met tous les vecteurs sur 0 et ça ne conserve pas la norme. C'est très clair. Donc ce n'est pas une opération unitaire. Alors comment on peut s'en tirer? Ça c'est pas grave. Je prends deux registres de n bits, x et y, et là je peux facilement trouver une opération unitaire qui laisse x invariant et met dans y, alors ce signe bizarre, ce plus bizarre veut dire plus bit à bit modulo 2. 0 plus 0 donne 0, 1 plus 0 donne 1, 1 plus 0 plus 1 donne 1, 1 plus 1 donne 0. Donc plus bit à bit avec f de x. Et ça c'est unitaire. Et en particulier, x0 donne x f de x. Ça, c'est autorisé. Je peux trouver une transformation unitaire qui calcule n'importe quelle fonction que je sais calculer sur un ordinateur classique. Et je peux bien sûr, en mesurant ce registre, lire la valeur de la fonction. Donc tout calcul que je sais faire sur un ordinateur classique, je sais le faire sur un ordinateur quantique. Alors si avec ça, ce serait très décevant, mais il y a beaucoup plus que ça.
Parce que si mon ordinateur quantique sait faire x0 d'un xf de x, il sait dans le même temps d'opération, par la même opération unitaire, faire somme sur tous les x de x0 donne somme sur tous les x des xf de x. Il sait donc calculer une superposition quantique des 2 puissance n valeurs possibles de f de x. En une seule opération, dans le même temps qu'il aurait mis pour calculer une seule de ces valeurs. Il est, par principe, exponentiellement plus efficace que l'ordinateur classique associé. Et ça, c'est vachement bien. Mais prudence. Il faut toujours être très prudent en mécanique quantique quand on parle des superpositions, parce qu'il ne faut pas oublier de les mesurer. Et à ce point-là, si je mesure naïvement f de x, je vais obtenir une des valeurs possibles. Et puis je vais projeter mon état sur un certain y et le f de y associé. Et je vais briser mon parallélisme. Ce n'est pas du tout évident, comme on le verra, de tirer parti de ce parallélisme. Il y a en fait peu d'algorithmes connus. Mais j'y viendrai tout à l'heure. Alors, je vous dis, on sait trouver une transformation unitaire qui fait le calcul de la fonction f. Le problème, c'est comment? Une transformation unitaire d'un espace de Hilbert 2 puissance n par 2 puissance n, c'est défini par une matrice dont la dimension est en gros 4 puissance n, c'est poilu, c'est compliqué. Alors comment on peut faire? Alors on va voir les mathématiciens, il faut toujours aller voir les mathématiciens quand on a une difficulté, quelle qu'elle soit. On va voir les mathématiciens qui nous disent toute transformation unitaire dans un espace de 10 plus 1 est décomposable en transformations unitaires élémentaires qui au plus obéissent dans un espace de Hilbert de dimension 4. On traduit ça en physique et ça dit tout calcul quantique est réalisable par application successive de portes logiques quantiques qui portent sur un ou deux des bits du registre. Porte logique quantique, ça évoque énormément ce qui se passe dans cette machine en ce moment. Un ordinateur là, c'est pas une chose très compliquée, c'est juste un réseau de plusieurs dizaines de millions de portes qui chacune, à un instant donné, ne manipule qu'un ou deux bits et calcule sur ce un ou deux bits, en général deux d'ailleurs, les fonctions standards de la logique, le et, le non, le ou. Et tout ça étant régi par une horloge à 2,13 GHz, j'étais riche quand j'ai acheté ça, à 2,13 GHz, permet de calculer. Et donc, on fait la même chose. On va prendre des objets qui, par exemple, prennent un qubit et puis changent son état, une rotation générale. Ou la porte de Hadamard, qui est une porte particulière, qui a la propriété de prendre 0 et d'en faire 0 plus 1, de prendre 1 et d'en faire 0 moins 1. De préparer des superpositions d'états. Et puis on va mettre des portes à 2 qubits. Alors qu'est-ce que c'est qu'une porte à 2 qubits? C'est essentiellement, celle qu'on considère en général, c'est essentiellement le second qubit subit une opération à condition que le premier soit dans l'état 1. C'est une dynamique conditionnelle, une dynamique quantique, tout ça est quantique, une dynamique quantique conditionnelle. Si le premier qubit est dans l'état 0, je ne fais rien au second. Si le premier qubit est dans l'état 1, je fais quelque chose au second. Par exemple, une opération Z. Je vais mettre un moins 1 ici. J'aurai un moins 1 sur l'état global 1,1 du système. Ou une opération X. Je change l'état du second si et seulement si le premier est dans 1. Et ça, dans un espace de Hilbert de dimension 4,4, c'est représenté comme ça. Je flippe l'état du second seulement si le premier est dans 1. Eh bien, en empilant ces portes, je peux calculer n'importe quelle fonction. Et si je connais le réseau de portes classique qui calcule la fonction, je connais le réseau de portes quantique, c'est pas compliqué. Alors maintenant, quels algorithmes pour l'ordinateur quantique? Et c'est là où le bas blesse un peu. Vous allez voir que l'ordinateur quantique, on est tout content, là, c'est merveilleux, on a un truc qui est 1 milliard de fois, autant de fois qu'on veut, plus efficace que tout ordinateur classique, et puis on va progressivement ralentir tempérer notre enthousiasme en rencontrant des difficultés. La première difficulté, c'est que c'est pas trivial de faire tourner, d'extraire le résultat de la superposition. Ah, c'est magnifique, c'est massivement parallèle, c'est monstrueusement parallèle, mais on n'a pas le droit de mesurer. Alors, comment extraire le résultat, c'est pas évident. Et en fait, il n'y a que peu d'algorithmes qui sont connus. Il y a des algorithmes utiles, mais pas tellement efficaces. Le tri dans l'annuaire, ce que je vous ai raconté, chercher dans l'annuaire inversé, chercher l'annuaire inversé. Le temps moyen que ça vous prend, c'est la moitié du nombre de noms qu'il y a dans l'annuaire. Il y a un algorithme quantique qui permet de réduire ce temps à la racine carrée du nombre de noms qu'il y a dans l'annuaire. Ça reste long. Bon. C'est mieux, mais c'est long. Il y a des algorithmes efficaces, exponentiellement efficaces, mais complètement ad hoc. De Giosa, je vais vous en dire un mot. C'est un algorithme qui a été inventé pour tourner sur un ordinateur quantique et qui n'a d'intérêt que pour tourner sur un ordinateur quantique. Il n'y a aucun intérêt. Et puis il y a un algorithme qui justifie toute l'excitation autour de ça. C'est l'algorithme de Shor, qui sait
factoriser aussi vite qu'on multiplie. Et ça a des conséquences absolument gigantiques. Alors, un exemple simple de Josal, bon, je ne vais pas le détailler, il est dans les notes, il suffit de suivre. Hein. L'idée, c'est, vous avez une pièce, et vous allez jouer à pile ou face avec un de vos ennemis, et vous n'avez vraiment pas confiance, et vous voulez savoir s'il vous a donné une vraie pièce, qui est un pile ou un face, ou une fausse pièce, vous savez, ça s'achète dans les magasins de farce et attrape, qui a 2 piles ou 2 faces. Et pour ça, classiquement, il n'y a pas 36 solutions, il faut retourner la pièce, il faut la regarder 2 fois. Quantiquement, on peut arriver à savoir si la pièce est bien une vraie pièce en ne la regardant qu'une fois. Alors, mathématiquement, on peut formaliser ça. Vous avez une fonction de 1 bit dans un bit. Il y a 4 fonctions de 1 bit dans un bit, il n'y en a pas plus. C'est facile à compter. Il y a l'identité, je ne le change pas. Il y a le nom, je le change. Il y a la fonction identiquement nulle et la fonction identiquement 1. 2 de ces fonctions sont constantes. Ça correspond aux 2 piles ou 2 faces. Et puis 2 fonctions sont balancées, ça correspond à pile face ou face pile. Et je veux, en calculant une seule fois, une seule valeur de la fonction, savoir si elle est constante ou balancée. Classiquement, ce n'est pas possible. Quantiquement, il suffit de faire tourner ce réseau. 2 qubits, 1 dans 0, 1 dans 1, 2 portes de Hadamard, celle que j'ai. La porte qui calcule f, qui fait x, y, donne x, y plus f de x, et je mesure le premier qubit. Si la fonction est constante, je trouve 0, si elle est balancée, je trouve 1. En une seule invocation de la fonction, j'ai calculé. Plus généralement, si vous avez une fonction de n bits dans n bits, on peut raffiner la chose et trouver un algorithme exponentiellement plus efficace. Alors, vous avez ça dans vos notes, c'est illisible à l'écran parce que le vert pâle est trop pâle, donc je vous engage à regarder ça dans les notes. Il suffit de suivre, c'est un exercice d'algèbre sans intérêt, et on montre que ça. Alors, Shor, Shor, c'est beaucoup, beaucoup plus marrant. Shor, ça factorise. Factoriser est horriblement difficile. Prenez ce beau nombre ici, celui qui est avant le signe égal, qui est RSA 155 chiffres. Donnez-le à Mathematica et demandez-lui factorize. Il y aura du lichen et des toiles d'araignée sur votre ordinateur qui n'en sera pas encore au centième du milliardième du calcul faisable. Ce nombre a été factorisé, il y a un concours sur le site rsa.com, vous pouvez télécharger des nombres à factoriser. Celui-là a été factorisé par un calcul absolument gigantesque, environ 2 10 puissance 17 d'instructions, qui a pris 2 ans, et qui a mobilisé 300 000 ordinateurs dans le monde. Calcul distribué en économiseur d'écran. Le prochain est un RSA 255, et il faudrait, par le même algorithme, beaucoup plus que l'âge de l'univers pour factoriser. Factoriser est donc terriblement dur. L'algorithme naïf, c'est GC tous les diviseurs, c'est en racine du nombre. L'algorithme un peu subtil, c'est le number fictive, est en E puissance 1.9 n puissance 1 tiers. Alors, comme on dit au début de la peste, chapeau bas, messieurs, que des mathématiciens soient capables de prouver qu'un algorithme prend un temps en E puissance 1.9 n puissance 1 tiers, me confond d'admiration. Mais c'est quand même très, très, très lent. C'est moins lent que Racine, mais c'est quand même très, très lent. Et donc ça fait que toute la cryptographie actuelle est fondée sur cette factorisation. Parce que multiplier, c'est évident, et diviser, c'est très difficile. RSA, c'est des extractions de logarithmes discrets, mais ça revient de la factorisation. Et si on savait factoriser efficacement, ça aurait des conséquences incalculables pour celui qui saurait factoriser efficacement. Le plus vrai, il n'est pas prouvé qu'il n'y a pas d'algorithme efficace classique de factorisation. Ce n'est pas prouvé mathématiquement, il y en a peut-être un. Il est évident que celui qui découvrirait cet algorithme a intérêt à le diffuser sur Internet à 1 milliard d'exemplaires dans la minute où il a fini de l'écrire, s'il ne veut pas être immédiatement assassiné par tous les services secrets de la planète. Et s'il veut qu'on retrouve au moins une fraction du cadavre. Donc Shor pose son algorithme. Et une des choses qui me font croire que l'ordinateur quantique n'existera jamais, c'est que Shor est toujours vivant. Donc Shor pose son algorithme. Alors comment il factorise? Vous avez ça dans les notes, je ne vais pas le décrire en détail. D'abord, ça repose sur un petit truc de mathématiques amusant, c'est que factoriser, c'est trouver l'ordre d'un entier. Et l'ordre de x arbitraire, modulo n, qu'on veut factoriser, c'est le plus petit entier r, tel que x puissance r égale 1 modulo n. On peut montrer que cet ordre existe et que si on le connaît, on a un facteur de n, par une opération triviale de PGCD. Ça, x puissance r égale 1 modulo n, ça veut dire que x puissance r plus 1 égale x puissance r plus 2 égale x2, que la fonction x puissance a est périodique, de période r. Donc l'idée de l'algorithme de Shor, c'est d'extraire efficacement la période d'une fonction. Et comment extraire efficacement la période de la fonction? Calculer beaucoup de valeurs de la fonction. Vraiment beaucoup de valeurs de la fonction. Et puis ensuite extraire la période. Et donc ce que fait l'algorithme de Shor,
il calcule beaucoup de valeurs de f à la fois en utilisant le parallélisme quantique massif, et il extrait ensuite la période par une opération de transformation de Fourier discrète quantique, qui elle aussi est exponentiellement plus efficace que la FFT ordinaire. Donc il y a deux miracles, tous les deux liés, bien entendu, à la superposition quantique. Et à la fin, on factorise en un temps qui est de l'ordre du cube du nombre de bits du nombre à factoriser. Donc c'est moins bien que la multiplication, mais ça reste très bien quand même. Alors, cet algorithme de Shor, il a un certain nombre de propriétés essentielles. Il est résolument quantique. Il utilise massivement l'intrication. Il fonctionne avec deux registres, vous avez les détails dans vos notes. Il fonctionne avec deux registres et il utilise massivement l'intrication. Il utilise massivement la situation paire. Je mesure un registre, je projette l'autre sur un état qui dépend du résultat de la mesure que j'ai obtenue. Donc c'est absolument pas simulable par un système classique. C'est d'autre part, comme dans une large mesure les systèmes d'ordinateurs modernes, un algorithme probabiliste. On n'est jamais sûr d'obtenir le bon résultat. Parce qu'il y a une mesure quantique et il y a une dispersion sur ces mesures quantiques. C'est comme Windows, on n'est jamais sûr que ça va marcher. Mais contrairement à Windows, quand ça marche, c'est facile à vérifier. Parce que si ça dit un facteur, il n'y a plus après qu'à faire la division classique pour vérifier si c'est un bon facteur. Si ça ne marche pas, on refait tourner l'ordinateur quantique. Comme me disait un camarade informaticien, ça va être dur avec un truc pareil d'établir un contrat de maintenance. On ne peut pas prouver mathématiquement que le truc est en panne. Mais c'est un détail. Alors ça, évidemment, ça a suscité un intérêt absolument monstrueux dans le monde entier. Tout le monde s'est dit, je vais construire un ordinateur classique. La DARPA, la NSA, tout ça ont donné des milliards d'euros, littéralement, aux groupes qui s'occupaient de mécanique quantique fondamentale. Bon, la France a donné quelques centaines de milliers d'euros. Je suis un peu pessimiste. Enfin, pas beaucoup, quand même. Pas assez. Vous n'auriez pas un centime pour l'argent. Donc, maintenant, bon, le problème est mathématiquement bien posé. On va voir les expérimentateurs et le théoricien leur dit construis-moi un ordinateur quantique. L'expérimentateur dit c'est pas si simple, ça va pas être si facile, parce qu'il me faut d'abord des bons qubits. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bon qubit? C'est un bon système à deux niveaux. Ça, on en a plein en mécanique quantique, vrai ou approché. Je vous ai parlé du photon, hein, c'est le plus simple d'entre eux. On en a plein qui doivent être adressables individuellement. Bon, les bits, il faut que je puisse les lire un à un. Je dois pouvoir les initialiser dans un état bien donné, et puis je dois pouvoir à la fin les mesurer. Bon, tout ça, ouais, on y arrive. C'est pas trop dur. On y arrive presque depuis Rabi en 47. Mais il y a deux choses qu'on doit faire et qui ne sont pas simples. Mes qubits, il faut qu'ils aient une évolution quantique propre. Il faut qu'ils fassent ce que je leur dis de faire et pas autre chose. Il faut donc que personne d'autre que moi ne parle avec eux et surtout pas tout l'environnement, le monde extérieur. Donc il faut qu'ils soient très bien isolés du monde extérieur. Et ça va être, on y vient dans un moment, l'obstacle de la décohérence. Et puis dans le même temps, je vous ai dit, une porte logique, c'est une dynamique conditionnelle. C'est l'état de l'un conditionne l'évolution de l'autre. Et il faut qu'ils se parlent très fort entre eux. Il faut qu'ils soient fortement couplés. Mais s'ils sont fortement couplés entre eux, ils vont avoir une tendance naturelle à être fortement couplés à l'extérieur. Et donc ces deux requêtes-là, elles sont très largement exclusives. Et ce qui fait que du beaucoup de systèmes qui vérifient ça, si on ajoute ça, il ne reste plus grand-chose. Et la liste est relativement vite faite des systèmes qui marchent un peu pour le traitement quantique de l'information. Alors les photons. Les photons, c'est merveilleux. Et puis en plus, on sait produire des photons naturellement dans un état intriqué. Un état 0,1, moins 1, 0. On prend un photon ultraviolet, on le coupe en deux dans un cristal non linéaire, il sort deux photons rouges qui sont naturellement dans un état intriqué. Alors ça marche très bien, ça a marché pour la téléportation, pour les tests EPR, pour les manips d'aspect revisités dans des dizaines de groupes. C'est très largement utilisé. Mais il y a un obstacle, c'est que les photons, ça interagit pas beaucoup entre eux. Et que donc, quand on a deux de ces qubits, c'est très dur de les faire interagir. C'est très dur de faire une porte. Alors, il y a des systèmes utilisant la mesure pour simuler des non-linéarités d'interaction, mais qui sont d'une complexité telle que je crois qu'ils ne sont pas très réalistes. Des systèmes à deux niveaux, on en a plein, on en a dans toutes les molécules. Dans les molécules, les spins nucléaires, bombes magnétiques nucléaires, sont, pour les atomes sympathiques, des systèmes à deux niveaux. Et dans un champ magnétique, deux niveaux séparés en énergie, c'est tout le principe de la résonance magnétique nucléaire. Donc tout ce que font de superbe les chimistes pour l'analyse de la structure des molécules en résonance magnétique nucléaire, qui est d'isoler des spins dans une molécule, de les adresser individuellement et de les faire se parler via le cortège électronique, ben tout ça, c'est des opérations de logique quantique. Et c'est comme ça qu'on a réalisé la factorisation de 15. Le groupe de Chuang au MIT a montré que 15 était égal à 5 fois 3 à 60-65% de confiance.
Je pense qu'ils auraient pu vérifier. Alors c'est très bien, mais ça triche un peu, parce que c'est fait avec des grands ensembles de qubits, on ne peut pas les adresser individuellement, c'est des ensembles thermodynamiques, il y a des choses cachées là-dessus qui font qu'on ne sait pas très bien comment ça marche un ordinateur à RMN, on ne sait pas très bien si c'est vraiment un ordinateur quantique. On pourrait envisager les atomes froids. Les atomes froids, comme vous le savez, sont un système superbe, où on met tous les atomes marcher du même pas dans le même état quantique, où on peut les ranger dans une boîte à eux régulière, un atome par site, et puis ensuite on peut les rapprocher, les faire se entrer en collision, les séparer. Tout ça est extraordinairement prometteur. Pour l'instant, on en est juste à faire des intrigations et puis on n'arrive pas à les adresser individuellement, les atomes. Donc on en a beaucoup et on n'arrive pas à leur parler un par un et ça, c'est pas très très commode. Si on n'est pas content avec les atomes de la classification périodique, on peut en construire. Ça, c'est un thème de recherche extrêmement actuel. L'idée est de construire des systèmes quantiques mésoscopiques. Ce que vous voyez là, c'est réalisé dans le groupe de notre ami Daniel Estève au CEA. C'est une petite boucle supraconductrice en aluminium avec deux jonctions Josephson ici et ici. Et ce petit circuit se comporte à s'y méprendre comme un atome, comme un système à deux niveaux. Et un système à deux niveaux qui est bien entendu complètement accordable. Et un système à deux niveaux qui a tout un tas de bonnes propriétés de cohérence. Ils ont réalisé plein d'opérations à un qubit là-dessus, et on est en train de réaliser les premières opérations à 2 qubits. Alors ça, c'est très encourageant parce que ça semble intégrable. Bon, alors, il y a un prix à payer, c'est qu'on ne comprend pas assez de la physique des solides, il y a beaucoup d'atomes, et on ne comprend pas très bien tous les mécanismes de décohérence dans ces systèmes-là. Et en plus, comme c'est des atomes complètement accordables, mais c'est très difficile d'en faire deux strictement identiques. Donc ce n'est pas évident de les faire séparer. Mais ça commence à marcher et c'est très prometteur. Bon, moi, mon thème favori, bon, je n'aurai pas le temps d'insister dessus, c'est l'électrodynamique quantique en cavité. Ça, pour ceux d'entre vous qui étaient déjà là en 2000, j'en avais déjà parlé ad nauseam en 2000. L'idée générale de ces expériences-là, c'est de faire interagir un seul atome et un seul photon qui est contenu dans l'équivalent moderne de la boîte à photons d'Einstein, c'est-à-dire un truc qui peut conserver le photon pratiquement éternellement. Alors, pour nous, l'éternité, c'est 10 millisecondes. Mais enfin, bon, c'est déjà pas si mal. Et les bits quantiques, ça va être les atomes ou les photons. La présence ou l'absence d'un photon code très bien pour un bit quantique. Et puis, leur interaction mutuelle va réaliser des fonctions simples de traitement de l'information. Bon, je pense que, je vais peut-être juste dire un mot rapide sur nos outils pour vous donner l'idée de la complexité qu'il faut. Parce que, il y a une sorte de complémentarité amusante en physique. Il est des expériences et des théories d'interprétation extrêmement difficiles qui portent sur des objets de la vie courante. Regardez comment une goutte d'eau mouille, comment une goutte d'eau ne mouille pas. Regardez comment un tas de sable, la dynamique d'un tas de sable, est une opération qui, du point de vue expérimental, est triviale. Et, bon, si on veut la faire dans des conditions productives, ne soyons pas si pessimistes. Où il faut être soigneux, mais, bon, je veux dire, où il n'y a pas besoin d'un équipement extrêmement sophistiqué, mais où l'interprétation théorique, ou la compréhension de la physique est, elle, extraordinairement difficile et extraordinairement riche. Et puis il y a un autre extrême, je dirais, dans le spectre de la physique, qui est précisément celui de l'information quantique, où ce qu'on veut finalement, c'est manipuler quelques des systèmes quantiques les plus simples, d'une manière complètement contrôlée, dans un environnement complètement contrôlé, ce qui fait qu'en définitive, ce qu'on fait peut être calculé par un étudiant qui a 3 mois de mécanique quantique, et par un formalisme extrêmement simple. Mais le prix à payer pour ça, c'est une complexité expérimentale formidable. Parce qu'il faut pour ça isoler les systèmes quantiques uniques, les isoler de tout l'environnement, et ça, c'est pas simple. Donc il y a un peu une complémentarité en physique, on peut faire de la physique intéressante sur des systèmes simples ou sur des systèmes compliqués, mais sur les systèmes simples, il faut des appareils compliqués, sur les systèmes compliqués, il faut une théorie compliquée. Et entre les deux, tout aspect. Alors évidemment, faire des choses simples sur des systèmes simples, ou faire des choses très compliquées sur des systèmes très compliqués, moins d'intérêt. Donc nous, ce qu'on utilise, atomes de Rydberg circulaires, on utilise des atomes très excités, qui sont des atomes géants, hein, c'est des atomes dans des nombres quantiques principaux de l'ordre de 50 ou 51, des atomes qui font une taille de l'ordre de 0,1 micron, qui sont donc des antennes extrêmement sensibles pour le rayonnement et le rayonnement dans le domaine millimétrique. Et ça, c'est un peu l'atome idéal. C'est des atomes à 2 niveaux, ils sont extrêmement fortement couplés au rayonnement, ils ont une très grande durée de vie, on peut les détecter un par un, on peut les préparer un par un, on peut contrôler leur vitesse, enfin bon, c'est des atomes un peu miracles. Bon, le prix à payer, c'est que c'est un peu compliqué à manipuler. Et puis on les fait interagir donc avec des photons micro-ondes, et des photons micro-ondes dans une gamme de fréquences de l'ordre de 50 GHz, 6 mm de longueur d'onde, ça se réfléchit merveilleusement bien sur les métaux, et encore plus merveilleusement bien sur les métaux supraconducteurs.
Supraconducteur, c'est un très très bon métal. C'était infiniment bon pour le continu, et ça reste très bon jusqu'à une fréquence qui s'approche de son gap, 600 GHz pour le niveau. Donc en travaillant bien sur ces miroirs, on arrive à conserver un photon pendant maintenant 14 millisecondes entre deux miroirs. Alors c'est pas trivial, hein. 14 millisecondes, ça veut dire 400 millions d'allers-retours dans la cavité, donc 800 millions de rebonds sur un miroir, et on n'a encore qu'une chance sur deux de perdre le photon, une chance sur plutôt 1 moins 1 sur chance d'avoir perdu le photon après ces 400 millions, ces 800 millions de rebonds. Donc ça demande un contrôle des surfaces qui est coquin. Bon, alors c'est des expériences complexes. Hein. Bon, tout ça est refroidi à 0,6 degrés absolu, mis dans un cryostat, on écrante les champs magnétiques, les champs électriques, on écrante tout ce qu'on peut, et on ne peut pas tout écranter, il en reste. Et comme ça, on arrive à réaliser des fonctions simples de traitement de l'information. Bon, je vais peut-être passer pour laisser du temps à la discussion. Disons qu'on arrive à, comme ça, tricoter quelques portes quantiques et quelques bits quantiques. Alors, il y a une limite à ça. Si je vous ai dit, le photon reste dans la cavité 1 milliseconde, ben c'est long, 1 milliseconde, mais ça met le terme au calcul quantique qu'on peut faire. Dès qu'on code de l'information dans la cavité, il faut tout faire en moins d'1 milliseconde, après l'information quantique est perdue. Donc la relaxation est finalement ce qui nous limite. Alors le système, last but not least, le système qui est de loin le plus prometteur pour l'information quantique, c'est les ions piégés. Les manips d'électrodynamique quantique en cavité ont d'autres mérites pour les chats de Schrödinger, mais c'est une autre affaire. Les ions piégés, on sait, un ion, c'est un peu merveilleux parce que ça a d'une part une charge électrique qui permet de l'attraper. Bon, c'est un piège, pas électrostatique, électrodynamique, mais enfin, ça a peu d'importance. Et puis, ça a une structure interne très riche dans laquelle on peut coder des qubits. Et puis, ça a des transitions optiques, des transitions visibles très fortes. On peut s'en servir pour refroidir l'ion par du rayonnement laser, du refroidissement laser, et on peut s'en servir pour le voir. Et ce que vous voyez ici, c'est 7 ions qui sont piégés dans une piège linéaire de Rainer Blatt à Innsbruck, et qui oscillent simplement sous l'effet combiné d'un piège qui est très mou dans cette direction et très raide dans les deux autres directions de l'espace, et puis de leur répulsion coulombienne. Donc ça fait une chaîne, ils oscillent, et chaque ion est visualisé par sa fluorescence laser en temps presque réel. Chaque exposition ici dure 1 milliseconde dans l'expérience. Donc on les voit un par un, on les manipule un par un, ils se parlent par l'intermédiaire de leur vibration commune qui est quantique, et on a réussi comme ça à réaliser des algorithmes simples appliquant jusqu'à 8 qubits. Et c'est sans doute le système le plus propre et le plus prometteur pour des systèmes de traitement de l'information. Mais il est quand même limité, parce que toutes ces vibrations quantiques ont une durée de vie finie, parce qu'il y a des phénomènes parasites, parce que quand je réalise une porte quantique, je veux faire une porte 0 donne 1 ou 1 donne 0. Je ne fais jamais exactement ça. Je fais presque ça. Je fais ça à 97, 98, dans les meilleurs cas, plutôt 80 quand c'est des portes à 2 qubits, % de précision. Et donc quand j'ai accumulé 8, 10 portes, j'ai plus de précision. Et mon ordinateur quantique est mort. Et c'est très difficile d'aller contre ça. Vous voyez que la sensibilité, un ordinateur quantique est extrêmement sensible aux imperfections. Il faut absolument que je préserve l'état quantique si je veux préserver le calcul. Je n'ai pas cette chose miraculeuse qu'il y a dans les ordinateurs classiques, qui est que chaque porte, chaque transistor, si le signal est un peu bruiteux en entrée, redonne un signal parfait en sortie. Chaque porte dans l'ordinateur classique corrige le signal. Et ça nous conduit à l'obstacle de la décohérence. Parce que finalement, mon ordinateur quantique, qui est dans une superposition de tous les calculs possibles, c'est un clone du bon vieux chat de Schrödinger. C'est un système macroscopique dans une superposition d'états quantiques. Et des systèmes macroscopiques dans des superpositions d'états quantiques, Schrödinger, c'est une métaphore éculée, celle du chat de Schrödinger, qui est à la fois mort et vivant, mort plus vivant, mais on sait bien qu'il n'y en a pas des superpositions quantiques macroscopiques, sinon on les verrait. Et sinon on ne serait pas surpris par la mécanique quantique. Et vous seriez en même temps en train de faire des cols, moi dans mon bureau, nous en train d'écouter ici, et j'aurais une petite amplitude d'avoir le prix Nobel, et bon, alors que j'ai désespérément projeté dans l'étape à Nobel. Donc, bon. Et on comprend maintenant que s'il n'y a pas de superposition quantique macroscopique, c'est parce qu'un système macroscopique, un chat, mais aussi notre ordinateur, est nécessairement couplé à un environnement. Et plus le système est gros, plus fort il est couplé à un environnement. Et ce couplage à l'environnement, dans tous les modèles simples qu'on sait faire, on ne sait pas faire toujours des modèles simples, mais dans tous les modèles simples qu'on sait faire, il laisse exister certains états quantiques. Un supraconducteur, c'est un état quantique. Un superfluide, c'est un état quantique. Je suis un état quantique.
vision très optimiste. Donc ces états-là, le chat mort est un état quantique. Ces états-là ont le droit d'exister. Mais une superposition de ces états n'a pas le droit d'exister. Une superposition d'états est transformée en une simple alternative probabiliste, sans superposition, en un temps qui est d'autant plus court que vous essayez de superposer des états plus différents. Moi et moi à 1 mètre, ça a une chance de vivre pendant 10 moins 70 secondes. Bon, ce qui veut dire que le modèle que j'utilise pour calculer le temps de vie n'a aucun sens. Ça n'a pas de chance, ça ne vit pas. Ça n'existe pas. Et même pour un système de quelques qubits. Et ça, on peut le comprendre très simplement. Petit raisonnement d'ordre de grandeur. Vous avez une qubit. La probabilité qu'un qubit ne soit pas affecté pendant le temps du calcul, pendant un temps t par la décohérence, ça va être quelque chose de la forme de E puissance moins gamma t. Gamma est un taux de relaxation. Donc si vous avez n qubits, la probabilité que les n qubits survivent pendant tout un calcul, c'est E puissance moins gamma, fois le nombre de qubits, fois le nombre d'opérations, fois le temps de chaque opération. Et ça, c'est exponentiellement décroissant avec le nombre de qubits. C'est évident que si la décohérence met son nez dans l'affaire, l'ordinateur quantique a une probabilité de succès qui décroît exponentiellement avec la taille du calcul. Donc il va falloir faire tourner l'algorithme un nombre exponentiel de fois avec la taille du calcul, et que pour la factorisation, c'est moins efficace que de calculer tous les diviseurs jusqu'à la racine. L'ordinateur quantique est mort. Il a cessé d'exister à partir du moment où j'ai écrit ça. Et vous pouvez l'écrire de 20 manières, vous retomberez toujours sur le même genre d'ordre de grandeur. Et puis en plus, hein, c'est pas terrible. Ça, c'était vrai jusqu'à il y a quelques années, parce que la mécanique quantique a des ressources surprenantes. Le jour où sont apparus les codes correcteurs d'erreur. Le code correcteur d'erreur élimine le banc complet que je viens de mettre sur l'ordinateur quantique. Qu'est-ce que ça dit? Vous savez qu'en informatique classique, on corrige les erreurs. Sur un CD, le taux d'erreur, je crois, est de l'ordre de 10-5, 10-6 brut. C'est-à-dire qu'il y a un bit sur 1 million qui est faux, ce qui fait qu'il serait impossible de lire un CD, et par correction d'erreur, on ramène ça à un taux de 10-13, 10-14. Dans la téléphonie portable, on fait un usage intensif des codes de correction d'erreur, parce que le signal est dégueulasse et très très brouillé par l'environnement industriel. Donc, la mécanique quantique a la même chose. Les codes correcteurs d'erreur, c'est une très jolie idée. L'idée, je vous ai dit, plus il y a de qubits, plus c'est sensible à la décohérence. Eh bien, en dépit de ça, si au lieu de coder l'information sur un qubit unique, je la code sur beaucoup de qubits dans un état intriqué, ce qui est a priori fou, parce que cet objet-là semble être pathologiquement plus sensible à la décohérence qu'un qubit unique, j'arrive à détecter s'il y a eu des erreurs quantiques et à les rétablir sans perdre le calcul, sans perdre la superposition. Et ça, c'est un résultat mathématique absolument superbe, et dont je dois dire qu'il m'a beaucoup surpris quand j'ai enfin compris ce qu'il y avait derrière. Un résultat superbe qui dit que on peut, en principe, même si l'ordinateur n'est pas parfait, réaliser un calcul quantique de taille arbitraire. Mais c'est très exigeant. Parce que c'est des codes imbriqués dans des codes, imbriqués dans des codes, et que chaque qubit finit dans des ordres de grandeur réaliste par être codé sur 7 x 7 x 7 x 7 qubits, avec des réseaux de portes extraordinairement compliqués qui manipulent tout ça. Ça rajoute un overhead qui est à des années-lumière de ce qu'on sait faire. En un mot, on est un peu dans la situation du pauvre Babbage, qui avait tout inventé de l'algorithmique, avec sa machine incrémentale, qui est au Science Museum à Londres, c'est amusant à voir, qui était complètement programmable, avec des mémoires, etc., mais qui marchait avec des roues dentées. Le problème des roues dentées, c'est que si vous en marchez 1000, vous pouvez tourner la manivelle, si vous en mettez 10 000, ça coince. Et il avait projeté de construire une grande machine qui a été construite depuis, qui ne marche que parce qu'on a des usinages de précision, des roulements Téflon, etc., qu'il n'avait pas à son époque. Bon, il avait l'idée de l'ordinateur, il lui manquait un truc utile, le transistor, qui permet de mettre 70 millions d'ordinateurs, de transistors, de roues dentées sur une puce. Ça, il ne pouvait pas le supposer. Ben, on est un peu pour l'ordinateur quantique, je dirais, dans la même solution. On a des ébauches de transistors, on est peut-être mieux que Babbage, on a peut-être l'ENIAC, on a le tube à vide. Hein, et comme disait quelqu'un dans les années 45, peut-être en travaillant beaucoup, l'ENIAC, qui contient en ce moment 100 000 tubes et pèse 1000 tonnes, pourra être réduit à quelque chose qui ne comprendra plus que 1000 tubes à vide et ne pèsera plus qu'une tonne et demie. Bon, 2,7 kg avec la batterie. Et il y a 70 millions de tubes. Donc, sans compter la mémoire. Donc, bon, on est un peu dans cet état. Donc, qu'est-ce qui reste dans toute l'information quantique? Il reste des points positifs. D'abord, et avant tout, ce qui me fascine là-dedans, c'est que ça met le doigt dans des situations qui sont non triviales, qui ne sont plus les situations EPR stricto sensu, qui ne sont plus les expériences de pensée des années 20, ça met le doigt sur là où est l'étrangeté quantique.
sur en quoi la mécanique quantique et sa logique diffèrent du monde classique et de sa logique. Et ça nous apprend beaucoup sur tout ça, et l'exploration de ces phénomènes nous apprend beaucoup sur la frontière classique quantique. Il y a un aspect sociologique très fort, alors là, qui est purement sociologique. La physique est horriblement complexe. Il se publie par an 90 000 papiers en physique. Donc, pour dire qu'il n'est plus de physicien qui puisse lire l'ensemble de la production, quand bien même il y travaille toute la sainte journée. La physique est en branche qui ne se cause pas. Et on ne parlait plus beaucoup entre des opticiens quantiques et des physiciens du solide. L'information quantique rassemble tout ça. Je veux dire, on collabore avec Daniel Estève sur des problèmes de qubits parce que il est vrai que nos atomes de Rydberg et ces chips supra n'ont pas grand-chose à voir a priori en tant que l'expérience est concernée, mais c'est la même chose quand on l'interprète en termes de qubits. Ça donne un vocabulaire et des buts communs à une communauté. Et puis, je suis désolé, et puis il y a quelques applications. Bon, crypto quantique c'est commercial, téléportation quantique c'est pas dur. On peut envisager des simulateurs quantiques avec 20-30 qubits, on peut faire des calculs amusants qui n'intéressent que les physiciens, mais qui intéressent beaucoup les physiciens, qui sont des calculs sur les verres de spin, etc. Et les atomes froids sont pour ça tout à fait idéaux, et il y aura certainement des très beaux résultats dans les quelques mois à venir. Voilà, merci de votre attention. Et pardon pour le temps. J'en profite également pour rappeler que ces conférences sont enregistrées et que vous pourrez les trouver sur le site de diffusion des savoirs de l'ENS. Si vous allez sur le site ENS Diffusion des savoirs. Voilà, écoutez, je vous propose une dizaine de minutes ou un petit quart d'heure, disons, de questions. Donc voilà, je vous apporterai le micro. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Question forcément naïve. Comment est-ce que on peut expliquer à nos élèves la réalisation de qubits intriqués? Le problème est que, pour des raisons que je ne commenterai pas, parce que je ne dirai jamais du mal des hautes instances de l'éducation nationale, relativité et mécanique quantique sont bannis des classes préparatoires. Et ça rend évidemment la chose monstrueusement, un hors-programme monstrueux. Bon, mais comme me disait mon éminent professeur de spécial, on n'est pas obligé de faire tout ce qui n'est pas au programme. Je pense que l'aspect joué, la mécanique quantique est souvent présentée dans les cours ou les manuels élémentaires en commençant par l'aspect fonction d'onde, le psi de x, et en se ramenant en fait à quelque chose qui ressemble à s'y méprendre à des problèmes d'électromagnétisme et d'équations différentielles. Je ne suis pas sûr que cette approche soit la plus pertinente parce qu'elle met directement le pied dans ce qui est le plus difficile en mécanique quantique, les espaces de Hilbert de dimension continue. Alors un mathématicien m'a dit que les espaces de Hilbert étaient par principe de dimension continue et que les espaces de dimension finie étaient des espaces je ne sais plus quoi. Non, pas fibrés. Fibré c'est autre chose, mais ouais, bon, il y avait un autre nom. Nos espaces, bon, enfin c'est pas grave. C'est un problème de matheux. Disons, je pense qu'il n'est pas très... Ce que je vous ai présenté très imparfaitement et de manière extraordinairement trop allusive au début sur jouer et comprendre comment fonctionne la mesure sur un système à deux niveaux et sur deux observables, me paraît être faisable à un public qui comprend ce qu'est la notion de vecteur et de superposition, qui est celui des taupes, sans difficulté. Bon, j'ai moi-même fait visiter à plusieurs reprises à des classes de prépa, même récemment une classe de terminale, notre manip. Bon, d'ailleurs, on est ouvert à vos requêtes dans ce domaine. On arrive à leur faire comprendre. Bon, il faut une bonne heure pour essayer de faire. Jusqu'à quel point cette compréhension est-elle profonde, je ne sais pas. Mais les postulats exprimés comme ça sur un système à deux niveaux sont finalement tellement simples qu'ensuite il est possible de faire saisir la complexité de l'état intriqué. Et cet aspect indépendance de la base. Quant à la démonstration des inégalités de Bell, par exemple, c'est quelque chose qui tient en deux lignes et qui est un calcul parfaitement classique de probabilité jointe, donc qui ne pose aucune difficulté au niveau prépa. Ce qui leur posera peut-être des difficultés, c'est de montrer que la mécanique quantique le viole, bon, calcul un peu ennuyeux, mais je pense que c'est présentable. En tout cas, pour un groupe motivé, c'est certainement abordable dans un TIPE. Condition qu'il fasse un léger effort.
Oui, d'abord, je suis extrêmement satisfait qu'il n'existe pas de théorème de clonage, voilà, qu'on ne puisse pas cloner. Sinon, je pense qu'on aurait déjà cloné des Jean-Michel Raymond et que nous n'aurions plus de travail. Donc, je dois dire que personnellement, in petto, je regrette à tantinet de ne pas avoir de clone à qui je puisse confier les trucs vraiment ennuyeux que je vais faire tous les jours. Mais bon. Mais je pense que une bonne partie du LKB aurait été clonée aussi. Je reprends la question d'Éric Labrousse. Combien de temps va-t-on mettre pour créer une taupe quantique? Je veux dire par là, 50 ans après la théorie atomique, le prix de Jean Perrin, on a réussi en 1954 à faire une classe de taupe atomique qui s'est généralisée ensuite à des classes de P', puis des classes qu'on connaît actuellement, effectivement. 80 ans après la mécanique quantique, après plusieurs tentatives de Michel Hulin, de Badevant, de cours d'Alibar, de tout ce que tu viens de nous dire. Je me souviens, Farou, en 82, nous disait « Mettez la polarisation de la lumière au programme, expliquez, Oui. voilà, expliquez, ça prend en termes quantiques. Au fond, Faut quand on 2 met heures. 2 polariseurs Oui, de oui. suite, ça La loi de Malus, il faut 2 heures pour l'expliquer. voilà. Mais faisons-le quantiquement. C'était au programme de 82. À l'agrégation, nous avons mis système à 2 niveaux, après avoir mis système à 2 états, ce qui était... Ah, elle est suivante, là, celle-là. Je suis d'accord avec Je la toi. corrige, Oui. corrige à la prépa, elle n'est pas facile. Non, pas facile. Je suis d'accord avec toi. Mais tu es d'accord aussi que la question est pertinente. Il faut que nous apprenions de la mécanique quantique le plus rapidement à nos élèves. J'entends par là, je précise, je connais la position de Serge Haroche. Mais je sais aussi qu'il va falloir le faire au moins déjà en terminale, et j'engage tout le monde ici à pouvoir le faire en coopération. Oui. Alors, bon, je voudrais un tout petit peu commenter sur ce que vient de dire Marc. Je crois qu'il est dommage pour les études en physique qu'on ne présente pas suffisamment tôt la physique moderne. Si je comprends bien, les programmes de biologie, même au lycée, portent sur des découvertes qui quelquefois n'ont que 10 ou 15 ans. Et même disent des esprits chagrins 5 ans, ce qui fait qu'on n'est absolument pas sûr que ce soit des vraies découvertes. En physique, en lycée, on présente essentiellement la physique d'il y a un siècle et demi, et en taupe, celle d'il y a un siècle. Alors, il faut le savoir, parce que, bon, je veux dire, d'abord, la physique quantique est fondée sur cette physique classique, et il faut savoir la physique classique, et bien la savoir, et accessoirement elle est formatrice, et accessoirement elle contient plein de choses qui sont très utiles à la physique la plus moderne. Moi, je fais de l'électromagnétisme les 3 quarts du temps. Mais je trouve quand même que c'est dommage de ne pas au moins, sans entrer dans les détails hérissés d'un formalisme chevelu, de donner une idée de ce qu'est la physique moderne. Et c'est un scandale que la relativité restreinte ait été recourue. Parce que ça, la relativité restreinte, il n'y a aucun problème conceptuel, que diable. Bon, il faut courir derrière des trains et rentrer dans des tunnels. Bon, c'est pas des difficultés conceptuelles. Donc, c'est un scandale que ça a été retiré. Et je partage ton opinion. Alors, jusqu'à quel point il faudrait que la mécanique quantique soit couverte, jusqu'à quel degré entre la leçon de choses, d'introduction vague, ce qu'on envisageait tout à l'heure, et une vraie initiation au formalisme, bon, ça, moi, je ne sais pas, je ne connais pas assez bien le public, mais je pense qu'ils peuvent... Les taupins sont suffisamment vifs pour absorber des choses comme ça. Oui. Évidemment, ce qui les passionne, c'est ce qui... Enfin, je veux dire, il est pratiquement impossible de parler de mécanique quantique sans intéresser son auditoire. Enfin, bon, là, je suis en train de faire une phrase extraordinairement risquée. Je me rends compte à quel point elle est risquée en la faisant. Mais, je veux dire, c'est un sujet qui est quand même fascinant. Enfin, bon, alors ça, c'est bien. Bon. Ça, c'est bien, mais ça concerne très peu de classes. Ça concerne les plus brillants, bien entendu. Bon, je pense qu'il faut marteler. On n'attirera pas d'étudiants vers la physique en faisant de l'électrocinétique pendant 3 ans au collège. Bon.
Moi, j'ai eu des enfants au collège, alors je sais pas, il paraît que les programmes ont changé. Pendant 3 ans, tous les soirs, je me triturais la tête entre la conversion récepteur et la conversion générateur. Ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est moi l'expression, ça n'a aucun intérêt. Ça a juste l'intérêt qu'on peut faire 1 milliard d'exercices à partir de 3 résistances et 2 condensateur. Voilà. Na. Bon, dans un autre domaine de questions, pouvez-vous nous donner un petit peu plus d'explications sur votre macroatome circulaire que vous nous avez présenté? Oui, alors les atomes de Rydberg circulaires, bon, je peux remonter au transparent idoine, je ne dois pas être très loin. Bon, c'est rien. Je suis passé très vite là-dessus. Hein. Je suis désolé, mais on a écrit un article deux articles, un dans la Scientific American en 93. C'est un peu ancien, mais je pense que vous pourrez le retrouver. Et un dans la recherche en 97-2000, je ne sais plus. 3 problèmes. Ah bon. Eh ben, les pauvres. Comment veux-tu que je les attire en thèse après s'ils font ça en concours? Oui, non, bah c'est tout classique. Bon, donc l'idée générale, c'est, bon, nombre quantique principal. Il y a 3 nombres quantiques, hein, NLM. Bon, je pense que c'est pas. Donc on prend un atome alcalin, on met l'électron du rubidium pour des raisons caractère pratique des lasers. On met l'électron dans un état de grand N, 50. Donc ça s'appelle la série de Rydberg, hein, parce que c'est la série qui converge vers la limite d'ionisation. Donc N égale 50, et on le met dans les états de L et M maximum. Et ça veut dire que classiquement, l'orbite associée est un cercle. Okay. Quantiquement, la fonction d'onde, ben, j'essaie de la représenter comme ça, c'est une sorte de boyau de vélo centré sur, bon, alors, il n'est pas aussi fin que ça, en fait, mais de boyau de vélo centré sur l'orbite de bord. Et ce qui est sympa dans ces atomes, c'est que, principe de correspondance, tous les nombres quantiques sont grands. Et si tous les nombres quantiques sont grands, toutes les propriétés peuvent être calculées classiquement. Par exemple, leur durée de vie. Pourquoi elle est si longue? Pourquoi elle est 30 millisecondes? C'est considérable hein, pour un atome qui est râle à une ionisation. Simplement parce que l'orbite circulaire, c'est la plus petite accélération possible. Et comme la puissance rayonnée, c'est A carré intégré sur l'orbite, ben, l'orbite circulaire, c'est elle qui minimise la puissance rayonnée. Et en écrivant que la puissance rayonnée fois la durée de vie, c'est égal à h bar oméga, la fréquence de transition, vous trouvez pile poil la durée de vie quantique de l'atome circulaire. C'est le seul atome où tous les calculs classiques fit avec les calculs quantiques sans facteur 2, sans complications et sans défaut. L'ionisation de ces états-là est extrêmement facile à calculer. Ils sont stables dans un champ électrique qui est perpendiculaire au plan de l'orbite. Quand vous mettez le champ électrique, ça tire le proton par rapport à l'orbite. Bon, ben, si vous écrivez la conservation du moment cinétique, la conservation de l'énergie et de tout ce qui se conserve naturellement dans une situation de ce style, vous trouvez le seul ionisation, vous trouvez que ça n'est stable que pour des champs électriques au-dessous d'une certaine valeur qui fit à 10% près avec le résultat expérimental. Donc c'est des atomes. C'est amusant parce que c'est les atomes les plus classiques, et puis en même temps, ils sont tellement simples que c'est eux qui mettent le mieux en évidence les comportements quantiques du système à 2 niveaux. Donc là aussi, il y a une dualité amusante. Mais c'est une mine à problème de mécanique classique et d'électromagnétisme classique. J'ai d'ailleurs un peu exploité moi-même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Si. Plus une question, c'est une remarque pour faire suite dans un esprit d'escalier à la déploration collective à laquelle on s'est livré sur l'évacuation de tout contenu de physique un peu récente, moins de 100 ans, dans nos programmes. Il y a également une question qu'on peut collectivement se poser, c'est à l'époque où il y avait un peu de mécanique quantique qui était au programme, de SUP et de SP, l'avant-dernier programme, etc. Il y avait un désert total de l'évaluation au niveau des épreuves de concours, des connaissances qui étaient assez longuement acquises en termes de nombre d'heures de cours par nos élèves. Donc, quelque part, on a introduit ces choses-là dans nos programmes, mais malgré tout, on avait l'impression que ça ne servait à rien, puisque l'ensemble boucle sa cohérence au niveau de l'évaluation des concours. Tout à fait. Alors, j'étais moi-même d'une génération fort ancienne, comme vous pouvez le deviner, où on faisait un peu de mécanique quantique. Bon, le défaut que je voyais à l'initiation à la mécanique quantique, l'initiation à la relativité était excellente.
Le défaut que je vois rétrospectivement, avec 30 ans de recul à l'initiation de la mécanique quantique qu'on avait, était qu'elle était trop centrée sur le psi de X et devenait trop un exercice purement calculatoire sans intérêt, où finalement, dans les psi de X, il n'y a pas plus de mystère que dans l'effet de Pau. En plus, avec l'analogie optique, ça revient à un problème d'électromagnétisme, on se ramène au problème précédent, démarche intellectuelle trop fréquente chez le topin, et on résout tout ça en faisant de l'électromagnétisme revisité, sauf qu'il n'y a pas de polarisation. Je pense que si on enseigne la mécanique quantique, il faut le faire à partir du système à deux niveaux et de choses simples comme ça. Mais je pense effectivement qu'il faut le faire et qu'il faut qu'il y ait une évaluation. On pourrait aussi d'ailleurs s'inquiéter de ce que l'évaluation à l'agrégation laisse si peu de place à la mécanique quantique. Rares sont les problèmes de mécanique quantique. Je pense d'ailleurs qu'ils auraient probablement un effet assez détritique sur les élèves qui se préparent plus intensivement à la physique classique qu'à la mécanique quantique. Quant aux leçons de mécanique quantique, il y en a 6 sur 54 ou 58. Ce qui est assez peu aussi finalement, vu l'importance de ce qu'est la mécanique quantique dans la physique contemporaine.